Alors, Jonathan, première question, quelle est l'histoire de la QVCT dans la fonction publique? Comment est-ce que c'est venu, cette question de la QVCT? L'histoire de la QVT, alors elle est forcément étroitement liée à l'histoire de la QVT en général, hein, indépendamment même du secteur public ou privé. Elle est étroitement liée à celle de la QVT dans le travail en général. Globalement, grosso modo, tout le monde s'accorde à dire que, effectivement, en tout cas en tant que sémantique, en tant qu'acronyme même d'ailleurs, la qualité de vie au travail est apparue à la fin des années 2000. 2009-2010, on a commencé littéralement à parler de qualité de vie au travail. Alors pas tant dans l'usage courant des professionnels, mais clairement suite à un accord national interprofessionnel qui avait été validé et signé par les différents partenaires sociaux, dans lequel il était pour la première fois finalement question et explicitement mentionné l'acronyme qualité de vie au travail et les questions et les sujets de qualité de vie au travail, dans le cadre notamment de l'idée qu'elle fasse l'objet de dialogues, d'échanges formels ou informels d'ailleurs, dans le cadre du dialogue social le plus souvent possible. À l'époque, effectivement, compte tenu du peu d'acculturation, notamment que les employeurs publics avaient pour le sujet, peu de gens l'ont noté, relevé et intégré finalement dans leur processus ou même dans leur stratégie ou politique RH. Mais c'est bel et bien à ce moment-là que ça a commencé explicitement, en tout cas, et légalement à émerger. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est assez étroitement lié aussi à l'émergence de la prévention des risques psychosociaux en tant que sujet à part entière, qui lui aussi a fait l'objet de différentes législations durant les années 2010, justement, et spécifiquement dans la fonction publique en 2013, par exemple, où là, il y a eu clairement, effectivement, un accord cadre qui a été spécifiquement voté pour la fonction publique, qui faisait et qui enjoignait d'ailleurs même les employeurs publics à explicitement mettre en œuvre des actions de prévention, voire même des plans d'action très explicitement pour essayer de prévenir autant que possible les risques psychosociaux. Et puis, au fil du temps, les choses se sont finalement un peu intégrées, ont été plus ou moins prises en compte, où les employeurs s'en sont plus ou moins emparés, on va dire, selon différentes contraintes et pour différentes raisons. Et puis, plus récemment, pour aller un peu vite sur les différentes étapes, en 2020, un nouvel accord national interprofessionnel est arrivé, où on a rajouté, si je puis dire, même si ça se limite pas du tout à une simple sémantique, on a rajouté le C à QVT pour parler plus explicitement de qualité de vie et des conditions de travail, notamment parce que dans les différentes politiques menées depuis quelques années désormais, il est assez souvent, et ça peut d'ailleurs s'entendre ou s'expliquer en tout cas, plus souvent question d'actions relativement, soit qui relèvent de la prévention tertiaire la plupart du temps, soit qui relèvent des actions assez périphériques au travail, aux conditions d'exercice du travail, aux aspects notamment organisationnels ou managériaux, qui sont pourtant la plupart du temps effectivement les motifs principaux aux différents dysfonctionnements ou difficultés que les travailleurs peuvent rencontrer. Et désormais, clairement explicitement. Quand vous parlez de prévention tertiaire, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu brièvement? Oui, alors effectivement, dans la prévention des risques professionnels au sens large, on a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention tertiaire, alors pour un petit peu, au risque d'être un peu trivial, c'est souvent un petit peu les actions qu'on essaie de mettre en œuvre en cas de crise, en cas d'accident, ou souvent quand il est déjà un petit peu trop tard, ou en tout cas que les dégâts sont déjà suffisamment importants. Ça passe notamment par soit de la gestion de crise de cellules psychologiques quand quelqu'un a eu un accident grave, quand éventuellement quelqu'un d'ailleurs, un travailleur, j'entends, a tenté de se suicider, quand parfois aussi un certain nombre de signalements ont été effectués sur un nombre relativement conséquent dans différentes entités de l'organisation, qui laissent à penser qu'il y a des dysfonctionnements et une souffrance qui est en train de s'installer, notamment en termes de santé mentale chez un certain nombre de travailleurs. Et on essaie d'agir notamment par des accompagnements, des soutiens essentiellement psychologiques, pour essayer de non plus de prévenir pour le coup, mais un petit peu d'accompagner les agents qui sont déjà un petit peu en difficulté, en souffrance pour différentes Cette prévention tertiaire, c'est en quelque sorte l'échec de la prévention primaire et secondaire. C'est lorsqu'on a échoué à la prévention primaire et secondaire qu'on arrive à ce troisième niveau de prévention. Oui, en quelque sorte, c'est un échec si tenté. Alors, je vais être un petit peu provocateur, mais dès lors qu'on a mis en œuvre un certain nombre d'actions de prévention primaire, ce qui reste relativement rare, malheureusement, parce que c'est plus compliqué. Aussi, évidemment, il y a des contraintes, un certain nombre de choses qui l'expliquent. Mais dans la prévention des risques professionnels au sens large, quel que soit l'employeur d'ailleurs, le plus difficile à mettre en œuvre et souvent le plus coûteux, en tout cas en apparence le plus coûteux, souvent en temps essentiellement, c'est de mettre en œuvre des actions préventives, de prévention tertiaire
tertiaire où il faut travailler en profondeur sur effectivement l'analyse des risques et notamment l'analyse du fonctionnement finalement très concret des organisations. Et là, ça implique plus de temps, ça implique de mobiliser beaucoup d'acteurs qui sont très engagés, très pris par ailleurs souvent, et c'est ce qui fait que c'est souvent un peu plus compliqué. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le plan santé au travail 2022-2025 dans la fonction publique, justement en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail? Absolument. Alors c'est vrai que je l'ai pas mentionné dans l'histoire, mais d'une certaine manière, c'est un événement et un document, en l'occurrence, qui se veut être un outil aussi parmi d'autres. C'est pas ce qui manque d'ailleurs dans la prévention des risques professionnels, si on regarde bien d'ailleurs les ressources ou les outils, qui pour la première fois finalement a vocation à faire un plan de santé au travail pour les employeurs publics, ce qui n'avait jamais été le cas pour comment dire auparavant dans la fonction publique. Alors par exemple que les employeurs privés ont des plans santé au travail, notamment depuis le début des années 2000. Donc, on est très en retard, effectivement, on le voit. Et ça se traduit effectivement dans un outil très explicite où il est question de différentes orientations, de cadrage, d'incitation et d'actions très concrètes que l'État, notamment, souhaite impulser et dont il faudra, je l'espère en tout cas, que les acteurs, notamment territoriaux, s'emparent pour les relayer et en mettre en œuvre tout au parti à l'échelle de leur organisation, et dans lequel il est question sur toute une partie de très explicitement, là aussi, de qualité de vie et des conditions de travail pour la première fois. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas de force contraignante sur le plan légal, mais qui peut participer d'une manière ou d'une autre à insuffler une culture de la prévention et une culture de la qualité de travail au sein des différents des employeurs publics. Alors justement, est-ce qu'il y a une différence réelle sur le terrain entre une petite ville, une ville de taille plus importante ou un CDG sur cette mise en œuvre de la qualité de vie au travail? Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes enjeux. Bah oui, évidemment, il y a des effets d'échelle, entre autres, comme beaucoup, et je pense que c'est le cas d'ailleurs sur la plupart des politiques publiques, évidemment qu'il y a des différences et des faisabilités, je dirais, ou des périmètres qui sont forcément hétérogènes selon qu'on travaille ou selon qu'on soit d'ailleurs élu aussi, ou décideur d'ailleurs, plus largement, dans une petite collectivité ou dans une grande. Alors on le voit quand on est fonctionnaire et qu'on a travaillé dans les différentes tailles de structures, il y a des effets structurels bien évidemment, et singulièrement sur les politiques de santé au travail au sens large, parce que déjà ce sont pas, alors même s'il y a un certain nombre d'obligations réglementaires, etc., ce sont assez rarement des services, je dirais en tant que tels, structurés avec des moyens dédiés spécifiquement. Alors c'est le cas dans les grosses collectivités parce qu'en effet on a des moyens, on a des obligations aussi parfois supérieures aussi, et donc il faut nécessairement des professionnels avec des compétences souvent pluridisciplinaires de plus en plus si on veut appréhender en tout cas la qualité de vie et des conditions de travail dans l'ensemble de ces dimensions sur le plan systémique. Il faut bel et bien évidemment non seulement des ambitions, des objectifs, mais des moyens et notamment une organisation qui permet de répondre, de mettre en œuvre, de suivre des questions qui ont à voir avec la santé au travail au sens large et la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc évidemment, dans des petites collectivités, je dirais quand je dis petit, ça peut aller évidemment du simple village jusqu'à environ 10 ou 20 000 habitants. Alors c'est un petit peu au doigt mouillé, mais on est encore sur ce que j'entends, ce que j'appellerais moi des petites collectivités, qui sont l'immense majorité évidemment des collectivités françaises, et donc qui bien évidemment n'ont pas les moyens ni de services dédiés à la question de la santé au travail. Elles ont souvent un préventeur, un assistant de prévention, etc., qui fait un petit peu comme il peut pour essayer au moins de sécuriser, je dirais, les obligations réglementaires que la collectivité, l'employeur, le maire, en l'occurrence l'autorité territoriale peut avoir. Maintenant, évidemment, les ambitions, les objectifs ou les possibilités de mettre en œuvre des actions relevant au sens large et plus pluridisciplinaires de qualité de vie et des conditions de travail sont beaucoup plus limitées, clairement. Et donc, dans ce cadre-là, et notamment ça, l'environnement institutionnel ou territorial est ainsi structuré. La plupart des collectivités, pour celles qui le font déjà, mais celles qui ne le feraient pas, ont intérêt, évidemment, à se rapprocher, notamment des centres de gestion qui, eux, ont effectivement une compétence en la matière, non pas obligatoire, mais facultative. Donc, tous les centres de gestion ne le font pas encore, même si on voit dans le développement au fil des années que la plupart commencent à le faire parce que clairement c'est une dimension et un enjeu qui prend de plus en plus de place et d'importance et dont finalement tout le monde commence à prendre conscience des conséquences opérationnelles ou même plus politiques d'ailleurs. Et donc forcément, de plus en plus de gestion propose un certain nombre de services qui ont vocation à accompagner les petites collectivités en termes de prévention des RPS, en termes de signalement
sur les violences sexuelles et sexistes, les violences en cas de harcèlement, etc. Mais aussi de plus en plus sur d'autres choses un petit peu plus ambitieuses et un petit peu plus complexes qui relèvent de la qualité de vie et des conditions de travail au sens large. Donc là, je dirais le premier réflexe, c'est essayer de trouver évidemment des liens et créer un certain nombre d'actions, de partenariats avec les centres de gestion, même si là aussi il y a une différence qui est pour le coup, enfin une différence, en tout cas une spécificité qui est que le centre de gestion ne fait rien gratuitement et que là aussi il y a évidemment des enjeux tarifaires, de calcul et économiques et budgétaires forcément pour les collectivités concernées évidemment. Alors, quelles seraient ces inégalités ou ces limitations qu'il y aurait justement dans la mise en œuvre de la QVCT du fait de cette différence de taille des collectivités? C'est vrai que je dirais que dans ce cas-là, assez pragmatiquement, un élu au RH pour une collectivité qui aurait un maire adjoint au RH ou un maire, la plupart du temps, qui de toute façon reste responsable in fine effectivement de la santé, en tout cas de tout mettre en œuvre pour prévenir la santé mentale et physique de ses agents. L'idée est d'être le plus pragmatique et donc les limites à la limite c'est celle qu'on peut se fixer soi-même, mais de fait structurellement et de manière très très pragmatique, il faut déjà, et d'ailleurs je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est vrai que dans ce cas-là il faut déjà s'atteler à, je dirais, essayer de répondre juridiquement ou administrativement aux obligations que les employeurs publics peuvent avoir. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les petites collectivités en ont un peu moins que les grandes, mais il y en a quand même un certain nombre, et donc il faut essayer d'avoir comme repère, attendre à mettre en œuvre dans nos process, notre organisation, sinon des services dédiés, en tout cas un certain nombre d'actions, de procédures, somme toute modestes, mais qui permettent au moins de garder dans un coin de nos têtes et parfois de suivre un petit peu dans la durée les différents risques, notamment qui peut y avoir, et les différents aspects qui participent de près ou de loin aux conditions de travail finalement des agents. Et finalement, c'est pas seulement une question ni de politique RH ou santé au travail en particulier, mais je pense que c'est le rôle et l'action presque quotidienne de tous les acteurs, quels qu'ils soient, et notamment des managers, qui de fait sont aussi de manière très opérationnelle responsables évidemment de la santé des agents qui sont les leurs. Et je dirais que c'est de veiller à faire en sorte qu'au moins sinon dans le climat, dans l'organisation, dans les rôles les uns et des autres, je dirais la responsabilité, la conscience finalement des différents échelons de l'organisation, tout le monde est un peu conscient que c'est une question qui est essentielle et que chacun a un rôle à jouer, une part importante au quotidien, notamment dans la relation finalement interpersonnelle qu'il peut avoir avec les agents de son équipe. Alors justement, est-ce qu'il y aurait 2-3 axes à prioriser dans cette démarche-là? Oui, alors forcément, dès lors qu'on réfléchit à une politique, puis ensuite à essayer de la traduire un peu administrativement dans un plan d'action, quel qu'il soit, plus ou moins formalisé ou ambitieux d'ailleurs, évidemment qu'il faut essayer de réfléchir, et d'ailleurs ça ne serait pas un plan si on ne le faisait pas, à hiérarchiser évidemment, et notamment à planifier dans le temps les actions qu'on peut envisager, ambitionner de mettre en œuvre, et surtout réfléchir et évaluer en face quels sont les moyens, non seulement financiers, mais aussi humains et parfois aussi plus difficiles à quantifier budgétairement parlant que ça va impliquer si on veut le faire sérieusement, et surtout être capable de le suivre dans la durée de manière viable et pérenne. Et donc il faut beaucoup réfléchir, beaucoup investir de temps, notamment en amont et collectivement justement sur l'ambition, le périmètre du plan qu'on peut mettre en œuvre, et donc in fine, et notamment d'ailleurs avec les élus dont je parlais tout à l'heure, même si l'administration a un rôle d'aide à la décision, sur évidemment les priorités qu'on peut envisager et dans quelle temporalité on peut les faire. Les priorités pour une petite collectivité sont un petit peu celles que j'évoquais tout à l'heure, qui est le respect simple des obligations réglementaires, notamment sur l'existence par exemple d'un document unique d'évaluation des risques, ce qui est déjà pas une mince affaire d'ailleurs pour une petite collectivité, et qui est parfois un peu rébarbatif, fastidieux, voire technique en tout cas, et sur lequel il y a aussi un certain nombre de changements, de réformes, etc., institutionnelles, etc., en cours, qui viennent un peu aussi parfois perturber, on va dire, l'avancée des travaux des uns et des autres, selon les degrés de maturité, avec des changements de normes, des changements d'obligations, etc., assez récurrentes. Donc je dirais que c'est essentiellement autour de ça. Après, il y a assez modestement, comme je disais tout à l'heure, des formations de sensibilisation, non seulement à la question de santé au travail, mais aussi au rôle notamment du management, dans effectivement ce qui peut participer de l'efficacité du fonctionnement d'un service, et sans nécessairement que ça ne soit d'ailleurs, une focale sur le manager. Chaque agent a évidemment une responsabilité aussi dans son propre comportement, dans le respect de ses droits et obligations, etc. Donc c'est quelque chose qui, a priori, n'a pas tellement à voir directement avec les conditions de travail, mais qui en réalité nourrit au quotidien, et est extrêmement important de faire vivre, d'animer, et sur lesquels il est extrêmement important
important d'être vigilant, qui n'apparaît pas forcément en tant que tel dans un plan spécifique à la qualité de votre travail, mais qui d'une manière ou d'une autre y participe forcément, en tout cas sur lequel il faut évidemment avoir une vigilance de tous les instants. Après, sur les priorités, je dirais à un autre niveau, sur des collectivités ou des collectivités d'une autre ampleur, là on est évidemment sur des ambitions et des enjeux souvent beaucoup plus importants, non seulement parce que les obligations sont singulièrement plus importantes, mais parce que bien évidemment, vu le volume d'agents, vu le nombre de métiers, vu le nombre de la complexité des systèmes avec des acteurs de plus en plus nombreux, des donneurs d'ordre de plus en plus nombreux, des prescriptions parfois antagonistes, contradictoires, des injonctions, etc., de plus en plus aussi paradoxales. Évidemment, tout ça construit et concourt à construire un système et un environnement forcément un peu plus pathogène, en tout cas avec plus de difficultés à trouver des repères, et donc il est nécessaire d'avoir évidemment des priorités ou des actions sur tout un tas d'autres dimensions où en plus les acteurs et les réponses prendront la forme soit d'organisation de procédures un peu différentes, d'aspects relationnels un peu différents, d'une politique plus ou moins formalisée sur en effet les priorités, les valeurs effectivement qui sont les nôtres et les plus partagées possibles, sur aussi comment effectivement gérer telle ou telle situation managériale, qu'elle soit conflictuelle, par le recours à de la médiation, par le recours à des experts, par le recours parfois à des dispositifs externalisés, etc. Donc il y a aussi un gros vecteur de communication sur faire savoir qui fait quoi dans les acteurs à l'intérieur de la collectivité, mais aussi parfois à l'extérieur. Et l'avantage dans ce genre de situation pour les grosses collectivités, c'est d'avoir en effet des services dédiés où vous avez, je dirais, beaucoup de leviers possibles, parce que et énormément d'experts sur les différents champs de la QVCT qui peuvent être relevés soit de la psychologie du travail, comme de l'ergonomie, comme d'autres métiers encore bien plus nombreux et bien plus importants, qui vous permet effectivement d'avoir une approche discutée, concertée et souvent la plus adaptée possible aux difficultés, à l'ensemble du périmètre des difficultés dont vous pouvez être soit saisi, soit que vous pouvez aussi identifier par vous-même compte tenu des analyses que vous faites, des diagnostics que vous faites sur le terrain, des choses qui vous sont remontées via des procédures existantes ou même des agents, parfois directement, etc. Et on essaie ensuite d'articuler tout ça pour en faire, dans des priorités bel et bien identifiées, bel et bien planifiées, un plan d'action un peu cohérent qui permet évidemment de mieux communiquer, mais aussi de donner un certain nombre de repères et structurer l'action évidemment des acteurs et de chaque agent, mais aussi de chaque manager concerné. Alors justement, comment on fait pour articuler d'un côté les besoins des fonctionnaires et puis de l'autre côté les enjeux politiques? Parce qu'être salarié dans une collectivité territoriale a cette chose qui est très particulière, c'est qu'il y a à la fois des salariés et puis des élus. Alors comment ça peut s'articuler de ça? Oui, alors c'est vrai que c'est très important effectivement. C'est un aspect très important parce que chacun le sait, en tout cas quiconque travaille dans une collectivité territoriale sait de près ou de loin, quelle que soit la fonction qu'il a, qu'en effet, on a une sorte de double hiérarchie. En tout cas, effectivement, l'autorité territoriale, qui sont des élus, sont les décideurs et ceux qui impulsent et décident de la politique publique. Et donc, forcément, ensuite, ça se traduit dans chacun de nos métiers, dans la mise en œuvre, entre guillemets. Mais effectivement, on n'est pas, chaque fonctionnaire n'est pas un simple exécutant. Parfois, d'ailleurs, certains le pensent, ou certains élus le pensent, ou certains fonctionnaires le pensent. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et en effet, l'enjeu d'articulation entre la décision politique et la mise en œuvre administrative n'est pas tout à fait binaire ni totalement hermétique. En réalité, c'est effectivement un dialogue de tous les instants qu'il doit y avoir entre la sphère politique, qui sont les élus ou un élu, parfois sur une petite collectivité qui peut avoir soit une délégation en bonne et due forme sur l'aspect ressources humaines, on va dire au sens large, soit une appétence particulière, plus particulièrement dans des petites villes où le conseil municipal n'a pas forcément un maire adjoint délégué à telle ou telle question, etc. Voilà, peut-être quelques connaissances, quelques réseaux. C'est aussi comme ça que parfois les prérogatives se définissent dans des petites collectivités. Et donc parfois aussi dans d'autres grosses collectivités, vous avez bien évidemment dans le processus, notamment du dialogue social, différents acteurs, différentes formations spécialisées sur la santé au travail, où de fait vous avez plusieurs élus qui sont plus ou moins directement compétents et concernés, qu'il faut essayer non seulement d'associer, mais aussi à qui revient souvent la décision finale de mettre en œuvre tel ou tel dispositif, ou en tout cas d'être informé d'un certain nombre de choses, évidemment, dans le dialogue, les échanges qu'on a avec les acteurs sociaux, mais aussi bien évidemment qu'on doit avoir avec chacun des acteurs et des agents sur le terrain. Et donc du côté administratif, ce dialogue perpétuel doit être animé, alimenté, de manière un petit peu autant que possible structurée ou formalisée, pour essayer de veiller à ce que chacun puisse exactement savoir quel est son rôle, les limites aussi de ses prérogatives. La plupart du temps, un certain nombre de choses passent par un dialogue, parce que la plupart du temps, les questions, en fait, concernent aussi bien la partie politique que la partie administrative. Et donc, il faut un dialogue étroit, non seulement à l'échelon de la gouvernance, si je puis dire, entre les élus, le ou les élus et le ou les administratifs ou fonctionnaires concernés,
qu'il soit cadre ou non, mais aussi à différents échelons de l'organisation, pour que chacun sache exactement ce qu'il est en droit de faire, de pouvoir faire, mais ce dont il lui semble important de discuter pour s'assurer qu'en effet tout le monde est en phase et qu'il y a une parfaite cohérence, autant possible parfaite, c'est jamais le cas, mais le plus de cohérence possible entre ce qui est décidé au niveau politique et ce qui est mis en œuvre sur le terrain administratif, en sachant que quelle que soit la politique publique, d'ailleurs santé au travail ou d'autres, il y a forcément, c'est impossible de le faire en temps réel, donc il y a forcément toujours un décalage entre le moment où la décision politique peut être prise et la mise en œuvre administrative, selon la complexité d'ailleurs en plus des dispositifs ou des actions envisagées, peut se mettre en œuvre et dont on peut percevoir parfois dans la durée et au bout d'un certain temps seulement, souvent d'ailleurs dans le cadre de la prévention, l'impact ou les bénéfices qui sont parfois souvent de l'ordre plutôt de plusieurs années. Ouais, alors justement, quand vous parlez de plusieurs années, il y a 2 temps différents, hein, puisque les élus sont là pour un mandat, voire un deuxième mandat, alors que les salariés sont là parfois pour une carrière entière. Comment ça s'articule, ça, ces deux temporalités différentes? Je dirais que pour le coup, j'ai presque envie de dire, même si ça n'apparaît pas, je dirais sur le plan institutionnel ou dans les communications un peu officielles qu'on peut avoir sur le champ de la santé au travail, sur le champ de la qualité de vie et des conditions de travail, je dirais la temporalité ou les dissonances de temporalité qu'il peut y avoir parfois, je pense que c'est un enjeu, sinon un enjeu, en tout cas une thématique à part entière. C'est-à-dire que dans la fonction publique, je pense que cette dissonance, en tout cas ces différences qu'il peut y avoir, et elles sont légitimes et elles s'expliquent, mais il faut justement y travailler et les réguler autant que possible, aussi souvent que possible en tout cas, entre le temps politique, qui est notamment à l'échelle d'un mandat, mais parfois aussi un peu différent, plus long ou plus court, selon d'autres paramètres ou d'autres circonstances. Mais en effet, on a ce premier repère de la mandature municipale et administrative, qui peut être souvent beaucoup plus long, et c'est même assez souhaitable d'avoir aussi cette temporalité plus pérenne, à plus long terme sur certaines politiques publiques qui peuvent du coup s'ancrer, s'enraciner et produire des résultats plus durablement, aussi bien pour les usagers ou les concitoyens que évidemment les agents eux-mêmes, sur des questions comme celle-ci par exemple. Mais effectivement, c'est pour moi en fait une thématique à part entière, effectivement, qui à mon avis est assez absente finalement, non seulement des échanges sur le fond, sur la forme évidemment, mais sur le fond aussi, quand il s'agit de parler de la politique santé au travail ou qualité de vie au travail ou des plans d'action entre les élus et l'administration. Parce qu'il y a une espèce de postulat qui est de toute façon, effectivement, le temps politique prime toujours sur le reste, mais qui vient singulièrement, effectivement, perturber, en tout cas empêcher parfois, effectivement, d'avancer, voire même de mettre en œuvre des dispositifs qui sont pleinement efficaces ou optimales, parce que de fait, ils impliquent une temporalité qui est différente. Et donc, l'enjeu de la thématique, en tout cas du dialogue autour des temporalités ou de ce conflit de temporalité, j'ai envie de dire, il me semble mériter, effectivement, des échanges, des arbitrages, des régulations, qui soient bel et bien au centre des échanges entre l'administration et les élus parfois. Alors évidemment, l'élu a toujours, ou les politiques ont toujours le dernier mot, j'ai envie de dire, mais qu'on puisse ne pas s'empêcher, en tout cas, de parler des difficultés, ou en tout cas des conséquences qu'il peut y avoir à ne pas prendre en compte, effectivement, en tout cas pas suffisamment parfois la temporalité administrative sur la temporalité politique. Et ça va bien au-delà de la seule question de la santé au travail ou de la qualité de vie et des conditions de travail. Cette dissonance de temporalité est un enjeu essentiel dans l'efficacité du service public ou du service territorial en général, et doit faire l'objet vraiment d'arbitrage, de dialogue, qui soient les plus, transparents et ouverts possibles, et qui ne soient pas trop directifs, voire même parfois qui soient carrément tus, et dont on ne parle jamais, alors qu'en réalité ils produisent un certain nombre d'effets plus ou moins délétères. Évidemment, en tout cas, ils produisent des effets aussi sur la santé des agents, forcément, quand il n'est pas possible d'évoquer dans quelle mesure les conflits de temporalité ont des conséquences, évidemment, sur finalement la possibilité de bien faire son travail. Et là, on rejoint la question aussi de la charge de travail, de la régulation, du rythme, et donc des risques psychosociaux qu'il y a à ne pas évoquer les conflits de temporalité, ou en tout cas le temps dont on peut avoir besoin pour mettre en œuvre ou une simple tâche comme un dossier plus compliqué. Alors justement, vous avez évoqué là les risques psychosociaux, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Quelle est la différence entre d'un côté la qualité de vie et les conditions de travail et de l'autre côté les risques psychosociaux? Oui, alors c'est vrai que dans la sémantique, il peut arriver de mélanger un peu les deux. Il peut arriver de se poser la question de savoir dans quelle mesure c'est effectivement
comment dire, concomitants, ou à l'inverse que c'est complètement différent. En fait, ce sont deux concepts, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont poreux. C'est-à-dire que je pense que la qualité de vie et des conditions de travail, je dirais, se nourrit forcément à un moment ou à un autre de l'analyse des risques psychosociaux, forcément. Pour moi, il y a difficilement, si on veut vraiment aller au fond des choses et traiter les causes racines, comme on dit, des différents dysfonctionnements organisationnels notamment, il faut nécessairement en passer par quelque chose qui relève de l'analyse des risques psychosociaux. Alors avec des procédés très classiques sur les différents facteurs connus, documentés, etc., différentes méthodes et outils, là aussi plus ou moins éprouvés, mais il n'y a pas de qualité de conditions de travail, sauf si on n'ambitionne que effectivement de faire des activités sportives, ce qui en soi est une action extrêmement importante aussi d'ailleurs pour le coup, mais effectivement qui je dirais reste un peu à la surface de l'activité, des conditions de travail, etc., et qui plonge pas nécessairement dans les mécanismes beaucoup plus insidieux, beaucoup plus sous-jacents qui peut y avoir de ce qui relève de mon point de vue des conditions d'exercice au sens large du travail. Il peut pas y en avoir si effectivement on ne s'appuie pas et on ne se nourrit pas de recherches, de travaux, d'analyses qui s'appuient sur les risques psychosociaux. À l'inverse, on peut tout à fait, et d'ailleurs ça peut être une première étape souvent avant d'ambitionner d'aller directement, parce qu'il y a la sémantique, qualité de vie au travail, c'est plus sexy, c'est plus attractif que les risques psychosociaux, ce que je peux entendre d'une manière générale dans le vocable, si on se contente de ça et si on ne regarde pas de quoi il s'agit exactement. Et d'ailleurs l'enjeu et les choix qui peuvent être faits d'ailleurs de certains employeurs de parler de QVCT plutôt que de RPS ont à voir aussi assez directement, je dirais, aux représentations ou aux craintes que le terme lui-même pourrait générer. Voilà. Mais on peut, et d'ailleurs c'est plutôt souhaitable, je pense, pour une petite, notamment une collectivité plus modeste, qu'elle soit petite ou moyenne d'ailleurs, d'abord essayer de s'atteler à travailler un peu la problématique des risques psychosociaux avant d'envisager d'aller sur des actions de qualité de vie et conditions de travail. Sinon, effectivement, on risque de passer finalement à côté de l'essentiel et assez peu, je dirais, solutionner les problèmes sous-jacents, souvent un petit peu plus enracinés, qui sont vraiment à l'origine de problématiques récurrentes qui ne manqueront pas de revenir, malheureusement, si on ne s'attelle pas d'abord aux risques psychosociaux. Alors justement, ça m'amène une réflexion, parce que d'un côté, on a des fonctionnaires qui sont soumis aux 35 heures, et de l'autre côté, on a des élus qui ne sont pas soumis aux 35 heures. Et comment on peut arriver à concilier un temps d'élus qui peut être très long, où ils peuvent être en activité le soir, le samedi, le dimanche, et puis les agents comme ça qui, eux, sont soumis à un temps qui est beaucoup plus contrôlé. C'est aussi enfin, c'est peut-être pas une spécificité parce qu'il y a évidemment dans le secteur privé un certain nombre de secteurs où effectivement les 35 heures n'existent pas, dans les faits, dans les textes, pas dans les faits. De la même manière dans la fonction publique, et peut-être encore davantage que dans beaucoup de secteurs privés. Et c'est d'ailleurs une des choses de mon point de vue, j'ai presque envie de dire en tant que fonctionnaire au sens large, effectivement, il est assez peu question et c'est assez peu évoqué finalement dans les discours quels qu'ils soient autour du service public en général. Les contraintes spécifiques, notamment en termes de temps de travail pour un agent public, et notamment territorial d'ailleurs, sont énormes. C'est-à-dire les contraintes temporelles sont qu'effectivement on travaille dans des services qui pour certains, notamment dans les collectivités territoriales, ont des équipements ouverts 7 jours sur 7 et donc ont des agents qui travaillent 7 jours sur 7. Il y a des systèmes d'astreinte, de continuité de service public qu'il faut assurer bel et bien. Et donc forcément des cycles de travail qui ne sont pas toujours officiellement aux 35 heures, mais où vous avez évidemment des contraintes horaires, de cycle horaire, de travail en soirée, de travail le week-end, etc., qui de fait non seulement parfois font que annuellement on s'y retrouve évidemment sur ces 35 heures, mais très régulièrement au quotidien et hebdomadairement parlant, on est très très loin des 35 heures, voire même de moins de 35 heures, comme certains peuvent fantasmer parfois quant à l'image qu'ils peuvent avoir du fonctionnaire lambda, j'ai envie de dire. Mais c'est très très loin d'être le cas. Et donc évidemment, d'ailleurs, le temps de travail est une dimension à part entière de la qualité des conditions de travail et donc forcément de la qualité de votre travail. Donc il faut aussi, on ne peut pas complètement éluder cette question-là. La gestion des plannings, forcément de fait, de manière très très opérationnelle, est un sujet majeur. Il est extrêmement compliqué pour les managers ou les décideurs parce que les contraintes sont de plus en plus importantes. D'ailleurs, quand vous avez de plus en plus de difficultés à recruter, quand vous avez des missions ou des métiers de ce type-là avec énormément de contraintes, vous avez de moins en moins de candidats aussi. Ce sont des métiers qui, par ailleurs, impliquent peut-être des davantage qualifiés qu'à une époque aussi. Il y a davantage d'attentes aussi quant à l'exigence des missions et des compétences requises pour exercer un certain nombre de métiers, parfois très techniques sur le terrain, pour réparer des choses en urgence, des équipements où il y a une technicité extrêmement forte, qui sont assez peu reconnus finalement statutairement ou
je parle même pas de rémunération. Et donc, de fait, cette question du temps de travail, cette organisation est très importante et c'est très difficile et c'est peut-être un des enjeux les plus compliqués aujourd'hui pour la fonction publique et les managers que de concilier finalement cette continuité de service public, les conditions de travail, notamment sur le plan du temps de travail de ces agents, compte tenu d'effectifs de plus en plus réduits, parfois même d'absentéisme qui vient forcément obliger les uns et les autres à compenser, etc. Et qui de fait que bien souvent, on empile les contraintes, les heures supplémentaires et on dégrade forcément la santé des agents et on finit par en épuiser un certain nombre. Donc effectivement, il faut aussi sensibiliser les élus aux besoins, non pas de recruter pour recruter, mais pour pouvoir rendre un service de qualité et ne pas, je dirais, intensifier outre mesure le rythme de travail de nos agents compte tenu de toutes ces contraintes dont on parle bien peu. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui là aussi doit être débattu, échangé et qui peut, même si c'est pas forcément toujours conseillé et que c'est parfois, j'en entends, techniquement ou même politiquement compliqué, envisager des dérogations possibles ou des modalités parfois un peu innovantes pour essayer, sinon d'améliorer, en tout cas de minimiser les dégâts, effectivement, de ces difficultés sur le plan du temps de travail. Alors, vous avez pris la mission QVT à la ville de Marseille. Auparavant, vous étiez au ministère de la Transition écologique sur le même type de mission. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre démarche, votre méthode, justement, de prise en charge d'une mission qualité de vie, conditions de travail? Oui, alors, je commencerai peut-être par dire qu'en fait, je crois, hein, en tout cas c'est ma conviction, dès lors qu'on change de collectivité, dès lors qu'on prend de nouvelles fonctions, parfois qui sur le papier en tout cas sont assez identiques ou assez proches, on change d'organisation et donc on change d'environnement professionnel, qu'il soit culturel, et je parle de la culture de l'organisation, pas nécessairement du territoire, parce que là aussi c'est un aspect qui est pas tout à fait neutre à Marseille, c'est clair, mais effectivement la culture de l'organisation quelle qu'elle soit, de son périmètre, de sa taille, de sa politique, de ses outils existants, de son projet d'administration, etc. Il faut déjà un petit peu faire un peu cet état des lieux, je dirais, s'imprégner de tout ça, identifier les différents acteurs, et là on est aussi sur un territoire extrêmement vaste, etc. Donc forcément ça prend un peu plus de temps. Je pense qu'il est très important de prendre ce temps, y compris parce qu'on est sur des sujets qui pour certains en tout cas sont extrêmement sensibles, sont extrêmement complexes, et donc il vaut mieux prendre un peu ce temps plutôt que d'aller vite ou comme je dis souvent en sport, confondre vitesse et précipitation, faire des erreurs et parfois forcément dans les fonctions qui sont les nôtres aussi potentiellement rajouter des risques ou faire des dégâts sur des choses qui sont encore un peu plus compliquées ensuite à traiter ou à construire. Donc il vaut mieux prendre ce temps-là. On a forcément, nous, à Marseille en particulier, beaucoup d'élus concernés ou intéressés même par le sujet. On a beaucoup d'acteurs, on a une certaine force aussi. Il faut l'organiser, l'articuler, bien comprendre qui fait quoi. Et là, j'ai envie de dire, c'est presque propre à n'importe quelle fonction. Quand on prend une nouvelle fonction, c'est un temps, je pense, qu'il est nécessaire de prendre. Et c'est souvent pour ça que dans la prise de fonction, je dirais, sur le plan de l'intensité, évidemment, on est dans quelque chose d'extrêmement fort pendant un certain temps parce qu'il faut ingurgiter tout un tas d'informations, de plus ou moins explicites d'ailleurs, qu'il faut parfois aller chercher, qu'il faut parfois observer ou interpréter, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important d'être vigilant sur un certain nombre de choses, aussi bien formalisées que non formalisées, y compris dans les non-dits. On est sur des sujets aussi où il y a beaucoup de non-dits parfois, etc. Donc dans la perception, dans la subjectivité aussi, on est sur des sujets où effectivement on ne peut pas nier qu'il y a aussi une forme de subjectivité, donc il faut la respecter. Et donc il faut être extrêmement prudent sur la façon dont on approche aussi bien des gens, des dispositifs que des entités tout entières. Donc j'ai envie de dire que ça c'est très 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 important. Après évidemment on a quand même une sorte de socle de connaissances, d'expertise et d'outils qu'on peut commencer à utiliser, qu'on peut commencer à mettre en œuvre, qu'on peut commencer à éprouver, qu'on peut commencer à proposer aussi quand il n'existe pas. Après on essaie aussi, en tout cas c'est mon approche, de s'appuyer aussi bien évidemment sur l'existant. Il y a énormément de choses qui existaient sans nécessairement toujours être valorisées ou promues, mais il faut déjà essayer de faire un peu cet état des lieux, de savoir ce qui existe. Et parfois, on a certains acteurs qui mettent en œuvre des choses qui, de mon point de vue, sont extrêmement prophylactiques, en tout cas propices à la qualité de travail, sans nécessairement le savoir, d'ailleurs, dont on peut s'inspirer, donc on peut essayer sur lesquels on peut essayer de capitaliser, qu'on peut essayer ensuite de reprendre, sinon à notre compte, en tout cas essayer de pouvoir jouer un rôle dans leur déploiement à une plus grande échelle. D'abord dans le cadre d'expérimentation, souvent sur certains services, comme souvent dans les grosses collectivités, identifiés soit volontaires, soit comme ayant été identifiés comme ayant tel ou tel type de problématique, et puis voir dans quelle mesure ensuite, et c'est pas toujours le cas d'ailleurs, ça peut être déployé à l'échelle de la collectivité
collectivité ou à l'échelle d'un périmètre bien défini, avec bien évidemment ensuite, au bout de quelques mois, souvent, des temps aussi de retour d'expérience, d'évaluation en bonne et due forme. On en parle beaucoup, mais on le fait assez peu réellement, concrètement, pour évaluer non seulement quantitativement, mais aussi un peu qualitativement, je dirais, l'impact vraiment des dispositifs, des actions, qui sont souvent assez peu tangibles, puisqu'on est beaucoup dans la relation humaine aussi, et l'accompagnement et le dialogue, pour voir dans quelle mesure, en effet, ça produit des effets, ou en tout cas, quel est l'équilibre entre les effets bénéfiques et peut-être les inconvénients. Alors justement, ces actions-là, est-ce que vous préconisez ou est-ce que vous pensez qu'elles doivent partir plutôt d'en haut et aller vers les équipes de terrain, ou remonter du terrain vers le haut, ou être co-construites? Je dirais les deux, hein, mon capitaine. C'est oui, évidemment. Je crois que c'est le cas d'ailleurs sur la plupart des dispositifs, singulièrement quand on est plutôt dans des évolutions institutionnelles où on nous enjoint de plus en plus de transversalité, de plus en plus de coopération, de plus en plus d'horizontalité, évidemment. Et c'est, je trouve que ça part plutôt d'un bon sentiment. Après, il faut savoir exactement comment on peut le faire et quels moyens on se donne pour pouvoir le faire, compte tenu de là où on part, du fonctionnement quand même assez évident et encore assez ancré, hein, dans les administrations quelles qu'elles soient. J'étais à l'État il n'y a pas si longtemps et c'est probablement encore plus le cas que dans la fonction publique territoriale de silos, hein, et c'est bel et bien ça dont il s'agit. Comment on casse ces silos, ou plus exactement comment on infléchit un petit peu ce système qui a tendance à être assez vertical, assez injonctif, parfois même directif d'ailleurs, en tout cas très formalisé, presque bureaucratique parfois, hein, très clairement, on va pas se voiler la face. C'est nécessaire d'ailleurs d'avoir un processus formel, etc. Mais il faut effectivement un certain nombre de dispositifs d'action et d'approche qui permettent effectivement de travailler de manière plus coopérative et plus transversale, de plus en plus. Et donc pour ça, effectivement, je dirais, il faut essayer justement d'organiser, de construire, de piloter, comme on dit beaucoup aussi en ce moment, mais aussi dialoguer avec un certain nombre d'acteurs de manière à ce que cela soit parfois effectivement quelque chose qui ne soit entre guillemets que le relais entre guillemets ou la retraduction de choses qui sont effectivement impulsées par la tête, par la direction la plupart du temps, voilà, qui a été décidé comme tel, sans forcément nécessairement toujours beaucoup de concertation d'ailleurs. Après, là aussi, hein, c'est un choix et ça peut aussi d'ailleurs s'expliquer parfois, compte tenu d'exigences, d'obligations qui nous sont parfois, notamment dans les collectivités, qui tombent un petit peu du ciel, hein, parfois sur les transferts ou les injonctions de l'État lui-même, mais aussi, autant que possible, et ça c'est plus un peu notre rôle d'interface aussi, essayer de faire remonter, de convaincre, et de donner à voir sur ce qu'il existe déjà, ou sur ce qui nous semble pouvoir, ou sur ce qui est parfois à notre propre initiative, initié du terrain, expérimenté du terrain, comme étant quelque chose qui participe pleinement d'une démarche qualité de votre travail et qui mérite effectivement peut-être d'être institutionnalisé, d'être déployé, d'être formalisé, et qui mérite peut-être d'obtenir davantage de moyens, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir le déployer en tant que tel dans un plan officiel, comme quelque chose, comme étant une action en tant que tel, un dispositif en tant que tel, articulé et formalisé dans un plan effectivement plus global. Pour moi, l'idée est d'essayer justement de nourrir ce genre de plan aussi bien de ce qui peut être relayé et obligatoire ou impulsé, parce que évidemment nos managers ont aussi des idées, des appétences et des compétences en la matière. Il faut aussi évidemment les suivre et s'en nourrir, mais aussi bien souvent et autant que possible en tout cas de choses qui peuvent émerger, soit de saisine du terrain lui-même, soit aussi, hein, et ça c'est aussi assez récurrent, de problématiques souvent de crises, de dysfonctionnements majeurs sur lesquels il a fallu intervenir parfois rapidement, qui remontent du terrain et sur lesquels, quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, à analyser, puis ensuite à prendre des mesures, on voit effectivement dans quelle mesure ça peut être aussi, je dirais, une expérience dont il faut tirer des enseignements, sur laquelle on va pouvoir mettre en œuvre des projets, des actions spécifiques qui, en tant que telles, vont venir nourrir, alimenter un plan. Et donc, dans cette mesure-là, ça vient finalement et ça se construit par la convergence de effectivement ce qui peut être impulsé par la tête, mais ce qui aussi doit remonter par la base, par le terrain, par les différents échelons de l'organisation. Et on essaie ensuite d'organiser, je dirais, les compromis, les consensus, le dialogue autour de ça pour évidemment faire valider, piloter de manière un petit peu plus formelle et officielle, effectivement, une politique finalement santé, qualité de vie et les conditions de travail en tant que telles. Et parfois des actions, somme toute modestes ou sur des périmètres plus réduits, qui sont extrêmement bénéfiques sur ce plan-là, n'y figurent pas en tant que telles. Ça peut être dommageable, mais on peut pas tout y mettre non plus. Et dans ce cas-là, il faut, et ça fait partie aussi du travail, que d'en parler, que de continuer de s'y investir, même si ça ne fait pas partie intégrante du plan officiel qualité de vie au travail de la ville ou de la collectivité, quelle qu'elle soit. C'est un repère, ça permet de structurer un certain nombre de choses, mais ça ne doit pas prendre toute la place. Alors la fonction publique est très marquée par des valeurs.
comment est-ce que ces valeurs peuvent s'articuler avec une démarche QVCT? C'est fondamental, c'est-à-dire que on en parle beaucoup d'ailleurs, et là pour le coup c'est pas du tout nouveau. De plus en plus, n'importe quelle collectivité, alors n'importe quel employeur, mais n'importe quelle collectivité finalement travaille, en tout cas beaucoup, clairement les plus grandes, formalisent même un certain nombre de dispositifs, d'outils qui travaillent, qui ont à voir directement ou indirectement avec les valeurs. Soit pour effectivement essayer de travailler en amont sur, je dirais, un corpus de valeurs partagées qui pourra servir de repère et donner une direction effectivement autour desquelles on s'entend et sur lesquelles qui doit nous servir de repère perpétuel, aussi bien dans les missions qu'on mène de manière un peu institutionnelle que, je dirais, chacun de nos gestes faits ou décisions quotidiennes ou nos postures. Ça fait l'objet de plus ou moins de formalisation selon les collectivités, de chartes, d'outils, de dispositifs de communication divers et variés. Et je trouve ça plutôt intéressant. Après, effectivement, et c'est peut-être là où est le plus important, et que là on touche du doigt les conséquences possibles, ou en quoi les valeurs sont quelque chose de central dans la qualité des conditions de travail, il faut s'atteler dans les différents échelons de mise en œuvre à ce que ces valeurs s'enracinent et se traduisent très concrètement dans le vécu des agents au quotidien, et qu'en effet, ils trouvent cette cohérence-là entre ce qu'il est clamé, affiché ou formalisé parfois, et ce qu'ils vivent très clairement dans leur quotidien. Et il y a souvent un écart, alors c'est assez normal, surtout dans les plus grosses collectivités. L'idée, d'ailleurs, c'est un peu le rôle des managers, et c'est extrêmement compliqué, et c'est ce qui rend leur tâche d'ailleurs d'autant plus difficile, et qui les expose aussi à un certain nombre de risques psychosociaux. Il y a forcément toujours un gap, un écart. Ils ont un rôle à jouer pour essayer justement de minimiser, réduire cet écart autant que possible, sans toujours les leviers ni les moyens d'ailleurs. Mais effectivement, c'est en cela que les valeurs sont importantes. Et dès lors que vous arrivez quand même, bon an, mal an, à en faire quelque chose sur lesquels on s'appuie et sur lesquels chacune de vos décisions et de votre action au quotidien avec votre équipe, il y a quand même une forme de cohérence, le plus souvent possible en tout cas. C'est effectivement extrêmement puissant en termes d'engagement et en termes de motivation. Maintenant, il faut être extrêmement prudent et surtout être extrêmement, je pense, transparent et honnête sur les valeurs que vous affichez, que vous prétendez vouloir défendre, et servir en tout cas de repère à l'action municipale en général et l'action de chacun de vos agents, est tout à fait au fait, où je pense vous assurer que vous êtes tout à fait capable, le plus souvent possible, de faire en sorte que ça se traduise vraiment dans les faits, dans le quotidien des agents, sans quoi effectivement vous risquez de générer, voire d'accroître un certain nombre de, justement, de conflits de valeurs, dont on parle, et qui est un facteur de RPS en tant que tel, auquel les agents parfois, dont d'ailleurs de plus en plus d'agents et de managers aussi d'ailleurs, se plaignent parce que cet écart a tendance un petit peu à s'accroître justement. Donc il faut être extrêmement prudent. Je pense que c'est très important d'investir ce champ-là et d'y travailler, mais je pense qu'il faut là aussi prendre un certain temps pour être sûr que c'est tout à fait réaliste. D'accord. Alors, une dernière question avant de passer aux questions des participants. Quels seraient les écueils à éviter, les 2-3 choses sur lesquelles il faudrait vraiment porter toute son attention pour avoir une démarche QVCT qui soit pérenne? Oui, alors c'est vrai, assez classiquement, dans l'orthodoxie méthodologique, on va dire, d'un projet QVCT, il y a effectivement quelques facteurs fondamentaux qui sont, je dirais, le portage. Le portage, alors aussi bien, je le disais un peu tout à l'heure, politique qu'administratif, l'idée que tout le monde est convaincu, sûr et a envie d'engager et de à son niveau faire ce qu'il faut pour que effectivement de manière durable cette politique soit menée, incarnée et mise en œuvre, aussi bien dans la sphère politique que administrative. Et ça passe par effectivement des moments formels, des relations publiques, des échanges, des restitutions, etc. Mais aussi un discours et une posture de tous les jours, je pense, ce qui est assez difficile forcément, et c'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous, mais je pense que c'est très très important. Après, quand on en est convaincu et que humainement c'est presque viscéral, c'est assez naturel, mais ça s'improvise pas. Il y a évidemment l'ingénierie, plus ou moins complexe, parce que là aussi, comme je disais, selon l'ambition et le périmètre, il n'est pas nécessaire de faire une ingénierie de projet trop complexe, mais d'avoir à minima une instance de pilotage qui permet effectivement de prendre des décisions, de faire des allers-retours sur là où on en est, sur les difficultés qu'on peut rencontrer, sur les moyens dont on peut avoir besoin, ou peut-être sur les points d'achoppement ou parfois les irritants que les uns et les autres, les différents acteurs peuvent rencontrer pour obtenir les validations, les décisions, voire les interventions des différents acteurs concernés. C'est très important, évidemment. Évidemment, ne pas oublier de donner à voir, de valoriser non seulement le rôle de chacun des acteurs dans leur responsabilité en amont d'un projet comme celui-là, mais aussi a posteriori dans les feedbacks que vous faites quand justement je dirais
lien étroit et les conséquences directes qu'il peut y avoir entre une amélioration parfois de la qualité de vie au travail, de certains indicateurs, mais pas que, comme je disais tout à l'heure, plus qualitatifs. Et donc forcément, la corrélation qu'il peut y avoir entre justement les approches, le rôle et le travail qui est fait par les différents acteurs, parfois de manière assez informelle ou assez invisible, et qui contribue de près ou loin et qui a permis justement d'atteindre ces objectifs. Et ça n'est pas l'apanage évidemment d'un chef de projet qui a été au travail, etc. Loin de là, ça a même souvent beaucoup plus à voir avec les managers de proximité et je dirais les entités sur le plan opérationnel telles qu'elles fonctionnent et telles qu'elles comprennent comment aussi à certains moments elles comprennent quels sont les leviers qu'elle peut comment dire actionner et les personnes ressources vers lesquelles elle peut se retourner. Et c'est aussi pour ça que dans ce genre de projet il est déjà très important de faire un état des lieux sur qui fait quoi, sur est-ce que tout le monde a déjà un niveau de connaissance suffisant de quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans le champ de la qualité de votre travail. Et je pense que là déjà, alors c'est valable d'autant plus dans des grosses collectivités, mais parfois dans les petites, on méconnaît parfois aussi en quoi consiste finalement la fonction, le rôle d'un tel ou un tel, soit parce qu'on ne les voit jamais et on en a d'ailleurs des interprétations, des représentations, soit parce que de fait on n'a pas été amené à les côtoyer, ou soit parce qu'on a d'autres chats à fouetter, si je puis dire, hein, voilà. Mais c'est vrai que la communication est pas seulement dans des outils, des documents, mais aussi très interpersonnelle entre les gens, permet aussi parfois de mieux faire comprendre ce en quoi consiste votre métier et ce en quoi aussi vous allez peut-être pouvoir jouer un rôle ou aider, accompagner à un moment plus ou moins durablement des acteurs qui ne savent pas effectivement quelles sont les ressources qui existent et c'est dommage parce que bien souvent le potentiel est là, les dispositifs sont là et certains ne s'en saisissent pas juste parce qu'ils ne les connaissent pas tout simplement. Et d'ailleurs c'est valable au-delà d'une démarche qualité de vie des conditions de travail. Je crois que c'est valable singulièrement dans le champ de la prévention des risques professionnels en général. Beaucoup de gens, je pense, ignorent assez, et peut-être même certains élus d'ailleurs, en quoi consiste le rôle d'un préventeur au sens large, par exemple. Très bien, merci beaucoup Jonathan pour cet entretien et on se retrouve dans quelques instants pour les questions des participants. Merci.